Donc maintenant, on passe aux membres supérieurs et le titre de cette communication, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Christophe, que je remercie. Et effectivement, on travaille ensemble depuis tellement longtemps que 35 ans, t'as dit? Bon. J'ai toujours autant de plaisir à travailler avec lui. L'épaule, vous voyez tous bien ce que c'est. Sur le plan anatomique, c'est l'humérus qui s'articule avec l'omoplate et vous avez la clavicule. Et en fait, ça correspond exactement à ce que je dis aux patients. C'est une espèce de boule de billard qui est posée sur une petite soucoupe. Donc l'épaule, c'est l'articulation la plus mobile de l'organisme, mais aussi la plus instable. Et le rôle de l'épaule, en fait, c'est de pouvoir se servir de la main. Quand vous n'avez plus d'épaule, vous pouvez plus rien faire avec votre main. C'est bien le problème. Alors pour tenir cette boule de billard, il y a des muscles qu'on appelle la coiffe des rotateurs, vous voyez. En avant, le muscle sous-scapulaire, donc qui vient de l'omoplate et qui va vers l'humérus. Et en arrière, ce qu'on appelle le sus-épineux, le sous-épineux et le petit rond. Vous voyez, ça fait 4 muscles, plus le long biceps qui passe au milieu, ça fait 5 tendons qui arrivent sur la tête de l'humérus. On les voit bien ici sur l'imagerie. Vous voyez le sus-épineux qui recouvre la tête de l'humérus en haut, les muscles sous-scapulaires en avant, sous-épineux en arrière, et puis tout ça est enrobé par le muscle qui donne le galbe de l'épaule, qui est le deltoïde. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans l'épaule, c'est qu'il y a une double balance musculaire. Il y a une balance musculaire dans le plan vertical, c'est-à-dire qu'il y a un muscle qui s'appelle le deltoïde qui vous permet de lever le bras, à condition que les muscles de la coiffe des rotateurs maintiennent la boule de billard en face de la petite soucoupe. Et puis, il y a un autre équilibre musculaire dans le plan horizontal, c'est celui entre les muscles rotateurs internes et les muscles rotateurs externes. Et donc, on a plus de muscles rotateurs internes parce qu'on ramène tout à nous depuis longtemps. Et on a 4 muscles pour faire ça, pour ramener la main vers le ventre, alors qu'on n'a que 2 muscles en arrière de l'épaule, le sous-épineux et le petit rond, pour écarter la main du tronc. Et vous voyez donc cette balance musculaire dans le plan vertical, le deltoïde tire vers le haut. S'il n'y a pas la coiffe des rotateurs qui tire vers le bas, il y a ce qu'on appelle donc un conflit sous-acromial. Et malheureusement, en vieillissant, le deltoïde devient plus fort que la coiffe des rotateurs. Ce conflit va entraîner une usure des tendons de la coiffe des rotateurs et, dans un certain nombre de cas, une arthrose. Pardon. Vous voyez ici ce concept de conflit sous-acromial avec usure des tendons. Donc, la grosse erreur, c'est qu'on parle de rupture de la coiffe des rotateurs, de rupture tendineuse, alors que c'est très rare. Ça peut arriver, c'est traumatique quand on tombe, mais la pathologie la plus fréquente dont souffrent les patients, c'est pas des ruptures de la coiffe, c'est des usures de la coiffe qui sont progressives avec migration proximale de l'humérus vers le haut, sous l'acromion et sous la clavicule. Et puis là, ce que je vous ai expliqué, les 4 muscles qu'on a devant pour ramener la main vers le ventre et seulement 2 muscles en arrière pour écarter le bras, ça c'est la balance horizontale. Et donc, on n'a pas beaucoup de muscles pour écarter le bras. Et quand on en perd un, ça va. Quand on perd les 2 en arrière, ou les 3, eh ben, on n'a plus de rotation externe et en fait, la main tombe. On va y revenir. Alors, parmi les pathologies de l'épaule qui peuvent justifier de la pose d'une prothèse, il y a l'arthrose, donc la même chose dont vous a parlé Christophe, c'est l'usure du cartilage. Mais de plus en plus, il y a l'arthrose associée à des lésions de la coiffe des rotateurs. Et bien sûr, il y a les arthrites inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, les nécroses de la tête humérale, les fractures et les séquelles de fractures et les tumeurs. Alors, là aussi, la première prothèse d'épaule, c'est une invention française. C'est Jules-Émile Péan, qui sur un jeune homme qui avait une tuberculose de l'épaule, a fait une résection de cette humérus proximal et l'a remplacé par une prothèse. En fait, la vraie histoire de la prothèse d'épaule commence dans les années 60, 70, 50, 60 même, avec ce monsieur qui s'appelle Charles Neer à New York et qui a proposé dans les fractures de faire une hémiarthroplastie en 1951 et puis en 1972 de faire une prothèse totale en cas d'arthrose. Et donc on a posé beaucoup de prothèses anatomiques, mais les résultats étaient souvent imprévisibles et souvent mauvais. Mais vous voyez pourquoi? Parce que la boule de billard, avec les prothèses dont on disposait à l'époque, on n'arrivait pas à la mettre au bon endroit, donc le centre de rotation n'était pas au bon endroit. On a travaillé sur ce concept et on a réussi à faire des prothèses anatomiques avec des variations d'angle et des translations de la surface articulaire de façon à pouvoir remettre cette boule de billard exactement là où elle doit être. Et à partir de là, les prothèses anatomiques ont vraiment bien fonctionné. Vous voyez une patiente que j'ai revue
il y a quelques années, avec 20 ans de recul sur sa prothèse anatomique. Alors, comme toujours en France, tout finit avec du champagne. Et donc, on avait bu une coupe de champagne pour fêter les 20 ans de sa prothèse d'épaule. Comme vous le voyez, elle avait gardé une épaule totalement indolore et fonctionnelle 20 ans après. Alors, dans les épaules avec coiffe détruite, vous voyez, là, c'est plus pareil. Donc, il y a non seulement une usure du cartilage de l'omoplate, de la glène, ce qu'on appelle la glène, mais il y a une usure vers le haut aussi qui se fait vers ce qu'on appelle l'acromion et la coracoïde. Et donc, vous avez une épaule pseudo-paralytique. C'est-à-dire, c'est pas une paralysie. Une paralysie, c'est quand les nerfs sont touchés. Là, c'est une pseudo-paralysie, mais le résultat est le même. Vous pouvez plus lever le bras. Et donc, il y a toujours des patients qui vous marquent dans une carrière médicale. Et ça, c'est un patient dont je me souviendrai toute ma vie. C'est un patient donc qui avait cette arthrose avec destruction de la coiffe des rotateurs et chez qui j'avais mis une hémiarthroplastie parce qu'à l'époque, on n'avait que ça. Et puis, dans un deuxième temps, je l'ai opéré de l'autre côté et je lui ai fait ce qu'on a appelé une prothèse inversée. Et donc, je le suivais régulièrement en consultation et à chaque fois que je le revoyais en consultation, il me disait « Docteur, mais pourquoi vous m'avez pas mis une prothèse inversée du côté droit ?» Et je passais mon temps à lui expliquer que je n'avais pas la prothèse inversée à l'époque parce qu'effectivement, la prothèse inversée, c'est venu plus tard. Il y a eu beaucoup de tentatives, vous le voyez, à faire des prothèses inversées, c'est-à-dire à mettre la boule du côté de l'omoplate au lieu de mettre la boule du côté de l'humérus. Et elles se sont toutes soldées par des échecs jusqu'à ce qu'il y ait un chirurgien français qui s'appelait Paul Gramont à Dijon, qui a eu l'idée de faire une prothèse inversée, qui a été la première prothèse inversée qui a marché. Et donc, il a proposé d'avoir un centre de rotation fixe avec une large sphère qui était posée sur la glène de l'omoplate et une coupe au niveau de l'humérus qui, au lieu d'être à 130 degrés, qui est l'anatomie normale, était à 155 degrés, donc très horizontale. La conséquence, c'est que ça va permettre donc de faire cette prothèse. Ça permet donc de mettre en tension le deltoïde. Et donc, si le deltoïde est en tension par distalisation de l'humérus, eh bien donc ça fait comme un élastique qui va permettre de relever le bras, même s'il n'y a pas de coiffe des rotateurs. Alors que les autres prothèses qu'il y avait avant ne mettaient pas en tension le deltoïde d'une part, et d'autre part, il y avait des forces de cisaillement qui aboutissaient au déscellement de l'implant dans la scapula. Donc le concept de la prothèse inversée de Paul Gramont, c'est médialisation et abaissement de l'humérus. Donc en fait, on allonge un peu le bras. Les gens s'en rendent pas compte, mais on allonge un petit peu de 1 à 2 cm le bras pour mettre en tension le deltoïde pour pouvoir relever le bras malgré le fait qu'il n'y a plus de coiffe des rotateurs. Et vous voyez les premiers cas avec des résultats assez surprenants, assez épatants, on doit le dire. Mais il y avait des problèmes. Donc ici, on le voit sur ce modèle anatomique, le fait de médialiser, c'est-à-dire d'amener vers le dedans, le composant huméral, fait que ça frottait en dessous, et le frottement entraînait une ostéolyse de la scapula en bas, ce qu'on appelle une encoche, d'une part, et d'autre part, une usure du polyéthylène, du plastique. Et puis, l'épaule, elle n'était pas très jolie, elle ressemblait à une épaule carrée au lieu d'avoir une épaule ronde. En plus de ça, donc, ça bloquait les rotations en avant et en arrière, rotation interne, rotation externe, en plus de faire une encoche, et ça pouvait aussi entraîner des instabilités. Donc, on a proposé, il y a quelques années, donc, de prendre de l'os dans l'humérus et de le mettre du côté de la scapula pour faire ce qu'on appelle donc une latéralisation osseuse. C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est que quand vous avez fait ça, une fois que le morceau d'os a consolidé, donc on prend le morceau d'os dans la tête de l'humérus, on met ça sur un implant avec un plot et avec des vis qui vont fixer tout ça. En fait, on va créer une scapula avec un col long. Et donc, de l'autre côté, on va mettre en place un implant avec une cupule en polyéthylène qui va venir s'articuler. Et en fait, on va latéraliser la prothèse inversée et on va éviter tous les ennuis dont je vous ai parlé. L'encoche, l'usure du polyéthylène, l'épaule carrée, etc. Donc on a appelé ça la bio-RSA, et donc on va passer sur cette technique chirurgicale parce que c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir le bénéfice que ça a apporté pour les patients et pour les chirurgiens. Ça améliore la mobilité parce que plus vous vous éloignez de l'omoplate, moins vous avez de risque de conflit en bas, en haut, en avant et en arrière. Donc vous améliorez la mobilité dans le plan vertical et vous améliorez la mobilité dans le plan horizontal avec cette latéralisation osseuse. Je vais vous présenter un cas ici intéressant parce qu'en fait ce concept d'utiliser une greffe osseuse du côté de l'humérus pour le mettre du côté de la glène, ça peut servir dans des cas extrêmes.
Là, il s'agit d'un patient de 72 ans qui avait une omarthrose avec ce qu'on appelle une dysplasie de glène, c'est-à-dire qu'il a l'omoplate, la glène de l'omoplate qui regarde complètement vers l'arrière. Donc il a une épaule qui vaut 30% d'une épaule normale, il a plus de mobilité active, il a qu'une mobilité dans la scapulo-thoracique, dans l'articulation entre l'omoplate et la cage thoracique. Vous voyez que cette épaule est totalement anormale, c'est-à-dire que la surface de la glène est rétroversée, et la tête de l'humérus n'est plus en face de l'omoplate. Et donc le grand progrès qu'il y a eu ces dernières années dans l'épaule, c'est ça, c'est l'ordinateur, c'est l'utilisation de scanners et la possibilité de faire une planification préopératoire. Vous voyez, on voit tout en 2 dimensions, mais surtout en 3 dimensions. Tout le vert que vous voyez ici, ça veut dire que c'est pas en face de la glène. Donc ça permet déjà de voir, de faire des mesures précises, mais ça permet aussi de choisir la prothèse qu'on va mettre en place. Et ça permet aussi donc plein de choses. Ça permet de mesurer la greffe qu'on va faire. Donc là, l'ordinateur carrément fabrique la greffe avec les dimensions qu'on lui a demandées. Et on voit donc qu'on redresse l'anatomie, on restaure l'anatomie, on remet une omoplate qui est dans le bon plan. Et donc, on va mettre en place l'implant du côté de l'humérus aussi. Et là, on va emboîter les deux sur l'ordinateur. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'opération avant d'aller au bloc opératoire. Et donc, ça permet quoi? Ça permet de choisir les implants, leurs dimensions, leur position, et ça permet de mesurer la mobilité en préopératoire. Et donc, on peut dire au patient, avant l'opération, voilà, vous allez avoir telle mobilité avec votre prothèse d'épaule. Donc c'est un progrès vraiment incroyable. L'ordinateur nous permet de faire tout. Regardez, là, il y a des ostéophytes, des becs osseux. Eh ben, on va les retirer avec l'ordinateur. On va faire ce que on va faire pendant l'opération, mais on va le faire avant l'opération. Et par exemple, pour les jeunes chirurgiens, ça permet de leur apprendre à opérer avant d'aller au bloc opératoire. Donc c'est un progrès énorme. Et en plus de ça, donc ça permet de faire des greffes osseuses sur mesure, voire des prothèses sur mesure. Et dans ce cas présent, de faire un guide de perçage. Et vous voyez, on va aller piquer des points, les petits points verts, sur le bord de cette omoplate qui est complètement pathologique. Et on va demander à l'ordinateur de nous fabriquer un guide pour positionner une broche, pour ensuite aller mettre en place cette broche pendant l'opération et sur cette broche amener des forêts et des fraises qui vont permettre de positionner l'implant. Donc là, on va piquer 4 points. En fait, ce qu'on veut faire, c'est un tabouret avec 4 pieds. Là, vous voyez, on demande à l'ordinateur de nous fabriquer le guide. C'est un guide patient spécifique, un guide sur mesure, parce que comme cette épaule est tellement déformée, c'est très difficile, même avec de l'expérience, de savoir à quel point d'entrée il faut aller pour être dans l'axe de la scapula. Et ce guide, donc, il nous le permet et il nous sécurise l'opération de manière extraordinaire. Donc le guide est prêt, on envoie ça au laboratoire directement par Internet. Le laboratoire nous le fabrique et nous l'envoie 1 semaine, 15 jours après, et il est stérilisé et on peut l'utiliser pendant l'opération. Donc c'est ça qui va nous servir à reconstruire cette épaule qui est carrément détruite, comme vous le voyez. Donc là, on a les résumés de ce qu'on a fait. Et donc pendant l'opération, je vous montre juste les phases les plus importantes. On aborde l'épaule, on détache en avant le tendon du sous-scapulaire avec un petit peu d'os pour le rattacher après à la fin de l'opération. On va luxer la tête humérale. On va faire une petite coupe en haut de la tête humérale qui est complètement arthrosique. On va mettre en place une broche. Sur cette broche, on va venir avec ce qu'on appelle une scie cloche. Et on va mettre un petit coup d'ostéotome, c'est-à-dire un petit ciseau, comme un ciseau de menuisier, pour détacher la greffe et pour prendre une greffe suffisamment grosse. Cette greffe osseuse, on va venir la mettre sur l'implant. On va nettoyer la glène de l'omoplate. On va faire tout propre, comme vous le voyez. On a le modèle de cette glène en métal avec le guide qui a été fabriqué par la compagnie. Et ce guide donc nous permet de positionner la broche exactement où on veut, donc dans l'axe de la scapula, dans l'axe de ce qui reste d'os de cette épaule détruite. Sur cette broche, on va venir glisser une petite fraise, on va venir glisser un petit forêt, on va tarauder, puisque là on a décidé de mettre un implant qui est vissé, avec une grosse vis centrale et des vis périphériques.
Et donc, vous voyez l'aide que ça fournit aux chirurgiens. La greffe osseuse, donc qu'on a prélevée dans l'humérus, on la maintient avec une pince. On visse notre implant glénoïdien. On met des vis en périphérie. On met la sphère donc du côté de l'omoplate et pas du côté de l'humérus, puisque c'est une prothèse inversée. On l'impacte, on la visse, donc elle peut pas se désengager. Donc là, on a fini le temps glénoïdien. On fait le temps huméral, on fraise l'intérieur de l'os. On choisit la tige qui a la meilleure stabilité dans l'os. On passe des sutures. Dans le cas présent, on fait une fixation mixte, à la fois cimentée en distal et non cimentée en proximal. On a une barre de réglage qu'on met par rapport à l'avant-bras, qui nous donne la rétroversion. On met en place le polyéthylène, on réduit. Et là, vous voyez donc qu'on va rattacher le seul tendon qu'on a détaché au début de l'opération, c'est ce tendon du sous-scapulaire. On le rattache avec 4 ou 5 doubles sutures, des sutures lasso, comme vous le voyez ici. Donc en fait, l'épaule est reconstruite, mais avec un mécanisme totalement inversé. On peut tester la mobilité dans tous les sens et on voit que ça fonctionne bien. Ça, c'est la radio post-opératoire. Ça, c'est le scanner post-opératoire où on voit qu'on a réaxé cette omoplate qui était détruite. Ça, c'est le résultat à 6 mois chez ce patient. Vous le voyez, déjà, même à 2-3 mois, il avait déjà cette mobilité-là, en élévation, en rotation, dans tous les sens, et la main dans le dos aussi. Comme c'est moins facile de récupérer la rotation interne main dans le dos, mais maintenant, grâce aux techniques qu'on a développées, on y arrive assez bien. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on se sert d'une greffe osseuse qui appartient au patient. Et donc, il n'y a pas de risque de transmission de maladie, il n'y a pas de risque d'infection. Ça coûte rien, c'est gratuit, c'est le patient qui est le donneur, le propre donneur. On met ça en place, donc on le prend d'un côté, on le met de l'autre côté, et ça nous donne une versatilité incroyable, parce qu'on peut donc non seulement latéraliser, mais on peut corriger l'inclinaison, on peut corriger la rétroversion, et ça marche même chez les patients très âgés. Vous voyez cette dame, 87 ans, on lui fait la même opération, parce qu'elle avait plus d'os sur son omoplate. On prend de l'os du côté de l'humérus, on le met du côté de la glène, et ça fonctionne, et ça consolide. Alors, ça, c'est une autre patiente dont je voulais vous parler. C'est une autre patiente dont je me rappellerai toute ma vie. Cette patiente, vous voyez, elle a une prothèse d'épaule inversée, et elle n'est pas contente. Vous voyez la tête qu'elle fait, et elle me dit qu'elle n'est pas contente, elle me le dit. Pourtant, elle lève le bras jusqu'au plafond, et elle me dit, regardez comment je dois faire pour boire mon café. Regardez, je suis obligé de lever le coude comme ça. Regardez comment je dois faire pour me coiffer. Il faut que je me tienne avec l'autre main. J'arrive pas à me servir correctement de ma main et c'est pas bien. Vous auriez dû me le dire. Bon, et à l'époque, on savait pas. Donc je retourne dans le dossier et je vois que ici, en arrière de l'omoplate, c'est tout noir, alors que normalement le muscle c'est gris. Donc le noir sur le scanner, c'est de la graisse. Et en fait, cette dame, elle avait des muscles en arrière de l'omoplate complètement graisseux. Et donc, elle avait plus de rotation externe. Elle pouvait plus écarter le bras. Et donc, quand elle pouvait lever le bras, mais quand le bras était en haut, si elle devait faire quelque chose avec sa main retombait. Pour la raison que je vous ai expliquée, on a 4 muscles pour ramener la main vers le ventre. On n'en a que 2 pour écarter la main. Quand vous perdez les 2 ici, vous êtes 4-0. Le match est perdu. Et donc, on ne savait pas comment gérer l'histoire. Et on a réfléchi, on a eu l'idée donc de prendre un ou deux des 4 tendons qui sont devant, de les détacher devant et de les attacher de l'autre côté. Donc pour rééquilibrer l'épaule dans le plan horizontal, ça s'appelle un transfert musculo-tendineux. Voici un exemple de prothèse inversée. Donc cette dame, regardez, avant l'opération, elle ne peut pas lever le bras en l'air, mais elle ne peut pas non plus écarter la main. Et donc, si elle veut mettre la main, donc si elle veut écarter le bras, vous voyez, elle n'a pas du tout de rotation externe. Et si elle veut mettre la main à la bouche, elle a beaucoup de mal. Elle lève le coude, ça s'appelle le signe du clairon. Elle n'arrive pas à se coiffer, elle n'arrive pas à se maquiller, elle n'arrive pas à se brosser les dents. Donc, elle a perdu l'élévation et la rotation externe active du bras. Pardon. Et après l'opération, normalement, si ça marche, oui, vous voyez qu'on peut, grâce à la prothèse inversée, récupérer l'élévation du bras. Et grâce au transfert musculo-tendineux, c'est-à-dire de 1 ou 2 tendons qu'on a pris devant et qu'on a rattachés de l'autre côté, elle récupère la rotation externe, bien sûr, coude au corps, mais ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'elle a récupéré la rotation externe en l'air, et donc elle peut se servir de sa main pour se coiffer, pour se maquiller, pour se brosser les dents, etc., etc.
Un dernier cas que je voulais vous présenter, ces prothèses, c'est fait pour les patients plutôt âgés, avec de l'arthrose, avec des lésions de la coiffe des rotateurs, mais des fois, on est amené à opérer des patients très jeunes. Vous voyez ici une patiente de 29 ans qui avait une tumeur à cellules géantes de l'épaule et qui a été opérée donc, près de Clermont-Ferrand, à Clermont-Ferrand, où le chirurgien donc, a réséqué la tumeur, et donc pour ça, il a réséqué tout l'humérus proximal, et il a réséqué les tendons de la coiffe des rotateurs, et il a mis en place une hémiarthroplastie, donc une prothèse anatomique, une demi-prothèse. Et donc elle est venue me voir 10 ans après, et donc elle avait une épaule douloureuse, non fonctionnelle, qu'elle évaluait à 10% d'une épaule normale. Et vous voyez pourquoi, donc il lui manque une partie de l'humérus proximal. Là maintenant elle a 39 ans, elle a une double paralysie de l'épaule. Elle ne peut pas écarter le bras, donc elle n'a pas de rotation externe, mais elle ne peut pas lever le bras non plus. Elle a perdu l'élévation ou l'abduction du bras, elle peut pas. Elle n'a pas la force. Elle a des douleurs, bien sûr. Elle peut pas lever le bras sur le côté non plus. Donc ça, c'est dans le plan vertical. Elle a perdu toute mobilité active dans le plan vertical et toute mobilité active dans le plan horizontal. Elle a perdu les rotations. Elle a ce qu'on appelle un signe du portillon, en plus du signe du clairon. Vous voyez, j'amène le bras en rotation externe. Je lui demande de tenir et elle peut pas tenir. Elle lâche tout de suite, ça revient. Ça fait comme un portillon. Vous voyez? Et la raison, donc là, je lui demande donc d'essayer de venir toucher ma main avec sa main, et elle ne peut pas. Elle n'a aucune force en rotation externe. C'est impossible pour elle de relever la main et de venir toucher ma main. La raison, donc vous avez compris, c'est qu'il n'y a plus d'humérus proximal, il n'y a plus de coiffe des rotateurs, donc plus de rotation possible. Et donc, que faire pour ce genre de patient? Donc on voit bien donc là ce qu'on appelle un dropping arm. Si on lui prend la main vers le haut et qu'on la tient, elle peut pas le tenir. Donc on fait quoi? Eh ben on fait une prothèse inversée avec une allogreffe d'os et de tendons. C'est-à-dire qu'on demande à la banque d'os de nous donner à la fois l'humérus proximal et les tendons qui vont avec. Pourquoi? Parce que donc on va reconstruire l'humérus proximal, on va récupérer les muscles postérieurs de la coiffe qui restent, on va les disséquer, on va passer des sutures, 4-5 sutures comme ça, et on va faire une suture entre les tendons de la greffe et ce qui reste des tendons de la patiente. Donc c'est une patiente jeune, hein, je vous le rappelle, elle a 39 ans, donc là on met en place la prothèse inversée, donc l'implant huméral, avec la greffe de banque, d'os et de tendons. Vous voyez les fils qu'on a passés dans les tendons de la coiffe des rotateurs, de ce qui restait de la coiffe des rotateurs, on les suture aux tendons de l'allogreffe, on réduit la prothèse, on met le bras en rotation externe et on suture tout ça pour essayer de lui redonner donc la rotation externe qu'elle a perdue. Ensuite, donc, on vérifie que tout fonctionne bien. Ici, on rajoute une baguette osseuse, une espèce de plaque osseuse pour renforcer son os qui est très affaibli. Vous voyez, donc ça nous sert de plaque. C'est de l'os de banque puisqu'on a un humérus entier. Là, c'est les tendons qu'on a rattachés en arrière de l'épaule. Et donc, on a reconstruit avec la prothèse inversée et avec la greffe osseuse et la greffe tendineuse cette épaule. Vous voyez la radio post-opératoire, vous voyez le scanner post-opératoire, et vous voyez donc le résultat donc à 8 mois post-opératoire. Elle a récupéré la rotation externe active, elle tient, alors qu'elle pouvait pas tenir avant. Elle a récupéré bien sûr l'élévation active, ça c'est grâce à la prothèse inversée, alors qu'elle pouvait pas monter le bras avant. Et donc c'est un changement de vie radical pour ce genre de patient, parce que c'est vraiment une infirmité de ne pas pouvoir se servir de sa main droite en plus. Et donc elle est ravie bien sûr. Elle m'a écrit une lettre de 2 pages pour me remercier. Et en fait, c'est quelque chose il y a quelques années, on ne pouvait même pas imaginer que ça serait possible un jour de restaurer comme ça l'élévation active et la rotation externe active du bras chez des patients qui avaient des pertes osseuses et des pertes tendineuses. Donc elle a récupéré toute la mobilité, y compris, vous voyez, la main dans le dos, etc., etc. Là, vous voyez, donc, juste pour rappel, ça c'était avant, après. Avant, donc, elle ne pouvait pas tenir le bras. Et après, elle peut tenir le bras. Donc, on a restauré la rotation externe active en plus de l'élévation du bras. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur les prothèses d'épaule.
Ce que je voulais vous dire, c'est que les prothèses d'épaule, ça supprime la douleur et ça restaure la fonction de manière vraiment sûre et durable. On a maintenant pratiquement 30 ans de recul sur la prothèse inversée. Ça marche aussi bien que les prothèses anatomiques. Vous voyez cette patiente, je lui ai fait 2 prothèses d'épaule dans la même session opératoire, comme Christophe. D'un côté, j'ai fait une prothèse anatomique parce qu'elle avait une bonne coiffe des rotateurs. De l'autre côté, j'ai fait une prothèse inversée parce qu'elle avait des lésions de la coiffe des rotateurs. Elle est incapable de dire de quel côté elle a une prothèse anatomique et de quel côté elle a une prothèse inversée. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable qu'on n'aurait pas imaginé non plus il y a quelques années. Le progrès majeur qui a été fait, en plus des progrès dans les implants, c'est l'utilisation de l'informatique. C'est ce que j'ai appelé, moi, la chirurgie sans erreur, ou en tout cas avec moins d'erreurs. Pourquoi ? Parce que grâce à ces planifications préopératoires, qui se font par segmentation du scanner du patient, on peut faire des reconstructions tridimensionnelles, des mesures tridimensionnelles, on peut faire une implantation virtuelle de la prothèse, on peut tester la mobilité sur le plan dynamique, on peut créer des guides patients spécifiques, on peut faire des greffes patients spécifiques et des prothèses patients spécifiques. On montre ça même en consultation aux patients qui sont ébahis, de voir que déjà on peut leur proposer la prothèse et choisir la taille, choisir le positionnement et prédire avant l'opération la mobilité qu'ils vont avoir en post-opératoire. Donc ça fait partie aussi du processus décisionnel dont parlait Christophe, qui se fait en accord avec le patient. Et donc vous voyez que après une prothèse d'épaule inversée, on peut rejouer au golf. On peut rejouer au golf, on peut rejouer au tennis aussi. J'ai des patients qui qui pratiquent différents sports, mais elle ne marche pas cette vidéo, tant pis. Mais donc juste pour vous montrer que ça permet de récupérer une qualité de vie pour la vie quotidienne, mais pour la pratique de sport également. Pardon, je vais avancer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.